Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage. Aujourd'hui, c'est un voyage de l'Ontario jusqu'au Grand Nord qui nous attend, avec Lawrence Harris, l'un des premiers grands peintres du Canada. Il a forgé l'image qu'on se fait encore aujourd'hui du pays et avec lui, la randonnée sera 100% nature. Cher Matsu du temple Sengmu et chers vous les autres divinités, je suis la croyante Lu Chin-su. Je vous prie de bien vouloir protéger la santé de toute ma famille, de faire que mes enfants grandissent sans rencontrer de problèmes et qu'ils aient de bonnes notes à l'école. À Taïwan, l'un des dieux les plus priés est une femme. Elle s'appelle Matsu. Son pèlerinage rassemble chaque année des centaines de milliers de fidèles. On la retrouve sur des t-shirts, des porte-clés. Nous voyagerons sous sa protection dans l'héritage. En Alsace, il y a les cigognes, les maisons à colombage et le kouglof. Pour moi, le kouglof, c'est des odeurs de samedi d'après-midi qui cuisent et on va le déguster le lendemain. Quand il est un tout petit peu rassis, il est souvent meilleur. Il se tranche mieux, il a un peu plus de parfum et ça signifie dimanche après-midi, petit goûter en famille. Ça, c'est le kouglof. À Colmar, on a réussi à soutirer la recette. On la partagera avec vous dans quelques instants. Enfin, des bungalows sur pilotis, ça vous fait rêver. Moi aussi. Eh bien, on va s'offrir ce séjour à Moorea pour l'incontournable. Et vous allez découvrir par la même occasion comment est née l'idée de cet hébergement idyllique avec télévision intégrée. Ça fait, j'allais dire, une traînée de poudre et tout le monde voulait résider dans les bungalows sur l'eau à Moorea avec la plaque de verre. Des personnes fameuses sont venues, des grands acteurs, des hommes politiques, que Marlon Brando était client, enfin, c'était parce que c'était le must. Étape obligée, avant de nous envoler, c'est la devinette. Saviez-vous que Charlie Chaplin avait été kidnappé? Je vous demande, dans quelles circonstances? Je vous précise juste que c'est en Suisse que le rapt a eu lieu et qu'il a duré 2 mois et demi. Mais comment les ravisseurs ont-ils bien pu s'y prendre? C'est notre question du jour. C'est un tête-à-tête avec la nature qui nous attend au Canada. On glisse nos pas dans la neige immaculée de l'Ontario, dans ces espaces immenses qui ont tant inspiré le peintre Lawrence Harris. Il a parcouru des milliers de kilomètres, arpenté des sentiers enneigés, sondé des lacs gelés dans sa province natale de l'Ontario pour trouver son Graal, l'âme du Canada. Une quête qui va faire de Lawrence Harris l'un des premiers grands peintres canadiens. Au début du XXe siècle, il a à peine 20 ans, moitié moins que son tout jeune pays. Depuis 1867, le Canada forme une confédération qui réunit toutes ses provinces et territoires sous la houlette de la couronne d'Angleterre. Qui mieux qu'une nouvelle génération d'artistes pour lui inventer une image neuve? Avec une poignée d'amis peintres, connus sous le nom de groupe des 7, Lawrence Harris va réaliser des tableaux qui deviendront iconiques, véhiculant une certaine idée du Canada. Le paysage, les montagnes, le hockey, tout cela a participé à la construction d'une mythologie. Et encore aujourd'hui, la plupart des touristes qui viennent visiter le Canada veulent voir ces choses que le groupe des 7 a représentées. Avant les vastes espaces du Grand Nord, c'est dans les paysages urbains de la capitale de l'Ontario que Lawrence Harris s'essaye à représenter le Canada moderne. Son regard est celui d'un jeune homme issu de la riche intelligentsia blanche, protestante et conservatrice, qui s'est formé à l'art dans la bouillonnante Allemagne des années 1900. À son retour, sa curiosité l'attire dans le quartier le plus métissé de Toronto, appelé le Ward. Historiquement, le Ward est un quartier où s'installaient les immigrés. Au tout début, au XIXe siècle, vivaient aussi des communautés autochtones et noires. Du temps de Lawrence Harris, le Ward devient un quartier juif avec beaucoup d'immigrés venus d'Europe au tout début du XXe siècle. C'était dur, c'était choquant. Les gens vivaient dans des cabanes délabrées. Il n'y avait aucun aménagement.
étudiants. Les enfants couraient partout. Il n'y avait pas d'école ou quoi que ce soit. Ce n'était vraiment pas gai de vivre là. Il faut bien garder à l'esprit que si vous ne viviez pas dans le Ward, vous n'y veniez jamais. Les gens pensaient que c'était dangereux, surtout ceux de la classe sociale de Lorraine Harris. Et en cela, Harris est vraiment unique. Il essayait sans doute de voir une lueur d'espoir dans tout cela. Des fenêtres crasseuses obscurcissent la vue. Des tapons de guenilles immondes bouchent les carreaux brisés. Mais la porte qui donne sur la rue sourit, rit, même lorsqu'elle est frappée par un rayon de soleil vaporeux. Quelqu'un l'a peinte d'un rouge vif et gai. Si ce fils de bonne famille s'aventure dans les bas-fonds de Toronto, ce n'est pas pour représenter le spectacle de la misère. Lorraine Harris ne peint pas ce qu'il voit, il peint ce qu'il veut voir et montrer. Le décor d'un monde nouveau, forcément meilleur. Il peint des alignements de maisons. Elles sont classiques. Il y en a encore quelques-unes, quelques rues de maisons victoriennes. Il y a aussi des maisons à toit plat, très reconnaissables. Ce qui l'intéresse, ce sont les couleurs, les textures. Chaque maison est différente. Dans ses premiers tableaux du Ward, la peinture est très grasse, très chatoyante, très impressionniste, très épaisse. Il met beaucoup de matière. Il y a des gens, mais ce ne sont pas vraiment des personnages. Ils font juste partie du décor. Il y a un arbre, souvent il y a un homme qui regarde au loin. Ce ne sont pas les gens qui l'intéressent. Il ne peint pas des scènes de rue. C'est comme s'il essayait de voir au-delà, comme s'il disait « Je ne veux pas voir les gens parce que ce que je regarde, c'est l'immeuble ». Donc même les maisons, il commence à les représenter de façon très synthétique. Le fait de fabriquer des images qui incarneraient le Canada à partir de son paysage, c'est comme une extension de la colonisation. Parce que pour revendiquer le fait d'être ces colons blancs qui ont mis la main sur ces paysages, ces lieux, il efface énormément de leur histoire, de leur culture, de leur métissage. Et dans le cas de Lorraine Harris, il faut surtout regarder aujourd'hui ce qu'il a choisi de ne pas représenter. Lorraine Harris ne se contente pas d'effacer les gens, il cherche un nouveau langage en phase avec le Canada du XXe siècle. Un projet qu'il partage avec 6 autres peintres rencontrés au Club des Arts et des Lettres de la ville. Sa fortune familiale lui permet de financer la construction d'ateliers dans l'un des quartiers huppés de la ville. Avec le studio Building, naît le groupe des 7. Le style de peinture prisé à Toronto au début du XXe siècle, ce n'est pas comme à Paris ou à New York. C'est très daté, très victorien. Les gens qui achètent de l'art au Canada collectionnent les vieilles marines allemandes ou les paysages. Tout ce qui avait ne serait-ce qu'une touche de modernité était vu comme radical. Alors, pour revenir à Lorraine Harris, non seulement il décide de devenir artiste peintre, mais il ne choisit pas de devenir une sorte de portraitiste officiel de la haute société. Il fait le grand saut avec ses amis peintres pour créer une sorte de noyau dur canadien du modernisme. Lorraine Harris a un programme. Il veut un changement. Il veut que l'on identifie son pays, le Canada, et il pense que la peinture peut le faire. Alors, il se met en quête, une quête esthétique. Cette quête amène Lorraine Harris dans le Grand Nord qui porterait en lui l'essence du Canada. Ces espaces, traditionnellement peuplés par les autochtones, représentent l'essentiel du territoire de ce nouveau pays. Pour les pionniers, ils sont devenus synonymes d'aventure et de possible. Comme les peintres scandinaves modernes qu'il vient de découvrir, Lorraine Harris veut en faire des paysages iconiques et en exalter la puissance. Reste à trouver le point de départ dans sa province natale de l'Ontario, vaste comme 2 fois la France.
Les paysages sont tellement variés ici au Canada. Il ne s'agit pas simplement de trouver une formule toute faite et de la peindre comme ça. Lorraine Harris recherchait quelque chose qui représenterait vraiment le paysage canadien en tant que tel. Et je crois que c'est ce qu'il a trouvé au parc Algonquin. Algonquin a un esprit qui lui est propre. C'est un endroit spécial, sacré. Il a trouvé des motifs stylisés dans le parc avec les branches recouvertes de neige. Le truc avec la neige, c'est que ça étouffe tout, ça amortit, ça simplifie les choses. Et il a trouvé dans ce paysage moins d'irrégularité que d'habitude. Les formes des choses étaient plus claires sous le manteau neigeux qu'au beau milieu d'un champ d'herbes ou de feuilles bien vertes. Quand vous regardez la silhouette d'un arbre, les branches sont soulignées par la neige. Donc la structure, le noyau, la forme réelle de l'objet, c'est ce qui lui a parlé quand il est venu peindre ici. Pendant que Lorraine Harris réalise ici ses séries hivernales, la Première Guerre mondiale déchire l'Europe. En tant que pays membre de l'Empire britannique, le Canada envoie 650 000 soldats. Lorraine Harris, lui, est réformé. En ces temps troublés, le peintre se laisse séduire par les préceptes de la théosophie, une nouvelle doctrine qui ambitionne de faire la synthèse entre toutes les religions et qui place la nature au cœur de tout, prétendant même en percer les secrets. C'était un penseur, un homme spirituel. Et lorsqu'il est ici en train de peindre, il va vivre des événements tragiques. La mort d'un des plus grands artistes à ses yeux, son ami Tom Thomson. Et dans les 6 mois qui suivent, son frère est tué à la guerre. Alors à cette époque, comme beaucoup de gens qui souffrent du conflit, il se pose des questions existentielles. À quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce que je fais ici? Où trouver des réponses? En continuant de regarder autour de lui, il est allé chercher ça dans l'esprit des lieux. Cet arbre n'est pas juste une structure physique, il a un esprit, tout comme le lac, les autres arbres ou l'île. Il a sans cesse rajouté une dimension toujours plus spirituelle dans ses tableaux, à mesure qu'il avançait sur son chemin, aussi loin qu'il a pu. Petit à petit, la quête esthétique d'une image moderne pour son jeune pays se mue en parcours initiatique plus personnel. Les réponses à ces questions fondamentales, il va les chercher encore plus au nord, à 1000 km de Toronto, sur les rives du lac Supérieur. Lorsqu'il arrive du côté de Caldwell, en 1921, il découvre ce paysage qui ne ressemble à rien de ce qu'il connaît du Canada. Cet endroit avait été ravagé par de très nombreux feux de forêt. Alors, il a pu explorer plus facilement cette côte rocailleuse. Sans être gêné par un rideau d'arbres au premier plan, il a pu capturer cette lumière éternelle. Ce sont ses propres mots. La lumière ne se reflète pas seulement sur l'eau du lac. Elle illumine tout ce qui l'entoure. Et ça, il a vraiment réussi à le capter. L'atmosphère du lac Supérieur change tout le temps. Ça peut être brumeux à un moment, et d'un coup, la brillance se transforme en lumière. Et comme on le voit derrière moi, la façon dont le lac rencontre le ciel, ça a été pour lui une expérience spirituelle très puissante, mystique. Chaque année, pendant près de 10 ans, Lorraine Harris revient peindre ici à la fin de l'automne, jusqu'à faire corps avec ses paysages. Désormais, il représente son idée du Canada
réduit à ses seuls éléments. Il s'est concentré sur ce qu'était l'essence profonde, la qualité essentielle de la lumière dans l'eau et les nuages. Et il a simplifié ce qu'il voyait. Peak Island, par exemple, est un tableau presque abstrait, carrément abstrait même. Il a utilisé plusieurs angles de vue et les a fusionnés en une forme presque organique, sculpturale, qui flotte non pas sur l'eau, mais au-dessus. C'est comme s'il y avait quelque chose de religieux dans les nuages. La façon dont les rayons du soleil les traversent, c'est une métamorphose. Lorraine Harris et le groupe des 7 deviennent les ambassadeurs officieux de cette terre promise canadienne. Leurs œuvres s'exposent dans le monde entier dès les années 20, répandant l'image de ce pays immaculé, dénué de toute trace de son histoire précoloniale. Depuis, le pays a entamé un travail de rédemption vis-à-vis des peuples autochtones. Mais la représentation du Canada, selon Lorraine Harris, perdure jusqu'à aujourd'hui. Près de 180 ans après son départ, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à l'expédition Franklin, disparue dans les eaux glacées de l'océan Arctique. Eh bien, c'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Ce sont deux beaux bateaux qui remontent la Tamise le 19 mai 1845. Le HMS Erebus, 378 tonnes, et le HMS Terror, 331 tonnes. Leurs coques renforcées pour affronter les glaces polaires. Ils prennent la direction de l'Arctique. À bord, 134 hommes menés par John Franklin. Un commandant d'expérience. Il a 59 ans, s'est battu à Trafalgar et a participé à de nombreuses expéditions polaires. Et il a une mission. Trouver la route qui fait fantasmer toutes les amirautés européennes. Celle qui relierait l'Atlantique au Pacifique. Le passage du Nord-Ouest. Tout est prévu. Des moteurs à vapeur puissants comme des locomotives. Des vivres pour 3 ans et une bonne bibliothèque. Pas loin de 1500 bouquins par navire. De quoi occuper les longues soirées d'hiver. Et pour certains membres d'équipage, les soirées en effet vont être très, très longues. En août 1845, des baleiniers aperçoivent l'expédition au large du Groenland. C'est la dernière fois qu'on les voit vivants. Ensuite, plus aucune nouvelle. Il faut toute l'insistance de Jane Franklin, la femme du commandant, pour qu'enfin la Navy envoie une équipe de recherche. 3 ans se sont déjà écoulés. Il en faudra 2 de plus pour trouver les premières traces de la tragédie. 3 tombes sur une île appelée Vichy. 9 ans après le départ de l'expédition, l'explorateur John Ray rencontre un groupe d'Inuits. Il raconte avoir vu une 40aine d'hommes errer faméliques vers une rivière. Ils évoquent même des cas de cannibalisme. La Navy laisse tomber les recherches et c'est Lady Franklin qui commande les suivantes et les finance en partie. 14 ans après leur départ, un message est retrouvé sous une pierre. La seule explication à ce jour. Il est signé Francis Kreuzer, le second commandant. Il raconte les bateaux pris dans les glaces dès le premier hiver, la mort de Franklin et d'une vingtaine de compagnons d'infortune. Ils sont à plusieurs centaines de kilomètres des premières terres habitées. La suite, ce ne sont que des suppositions. Ont-ils abandonné les navires? Ont-ils navigué plus au sud? Le froid, la faim, les maladies ont vraisemblablement eu raison de tous les membres d'équipage. Les épaves des navires n'ont été découvertes qu'au début des années 2010, plus de 150 ans après leur départ. Notre prochaine étape devrait plutôt bien se passer avec tout ceci en poche. Ce sont des porte-bonheur qu'on nous a rapportés de Taïwan. On en trouve partout dans la ville et en particulier dans le temple Sengmu. 40 hectares dédiés à la déesse Matsu. C'est l'héritage. Cher Matsu du temple Sengmu et chers vous les autres divinités, je suis la croyante Lu Chin-su. Je vous prie de bien vouloir protéger la santé de toute ma famille, de faire que mes enfants grandissent sans rencontrer de problèmes et qu'ils aient de bonnes notes à l'école.
Avant, je n'aimais pas prier. Je ne mettais même pas un pied dans un temple. Mais un jour, mon mari a eu un accident très grave. Sa voiture a été entièrement détruite. Et il en est ressorti indemne. Pendant que sa voiture faisait plusieurs tonneaux, il a senti une lumière blanche l'envelopper. Après l'accident, nous sommes retournés voir la carcasse de la voiture. Suspendue au rétroviseur, juste à la hauteur des yeux, il y avait toujours le talisman de Matsu. Donc, nous pensons que c'est Matsu qui l'a sauvée. Depuis, nous croyons beaucoup en elle. Je croyais que Matsu était très loin de moi, mais depuis cet accident, je sens qu'elle est à mes côtés, qu'elle me protège, comme une véritable mère. Cette figure maternelle des Taïwanais, c'est Lin Monyeng, une jeune fille qui, d'après la légende, aurait vécu à la fin du Xe siècle le long de la côte sud-est de la Chine. On raconte qu'elle serait entrée en transe pour sauver son père et ses frères qui avaient été pris en mer dans une tempête. Peu de temps après, elle serait montée au ciel, devenant immortelle. Au fil des siècles, les habitants de cette région se sont référés à Lin comme Matsu, la mère, l'ancêtre maternel. Et elle est devenue la divinité la plus populaire de ce petit État insulaire indépendant qu'est Taïwan face à la puissante et gigantesque Chine continentale. Au point qu'on retrouve aujourd'hui l'image de Matsu sur de nombreux produits dérivés destinés à la consommation. Chaque année, pour lui rendre hommage, plusieurs centaines de milliers de Taïwanaises et de Taïwanais participent au grand pèlerinage dédié à la déesse Matsu qui dure environ 10 jours. Le parcours est long, plus de 300 km à travers l'île, et témoigne d'une intense piété. C'est un parc national immense. Taichung, 50 km² de terre littorale, 340 km² de mer au nord du port d'Anping. Des lagunes, des étendues de sable, des mangroves, des zones humides. Autrefois une grande mer intérieure, Taichung s'est ensablée progressivement au cours du XVIIIe siècle. Et il constitue aujourd'hui un habitat précieux pour des espèces rares ou menacées. Durant des siècles, les Chinois du continent étaient menacés par la famine et la pauvreté. Ils franchissaient le détroit de Taïwan, réputé très dangereux, pour rejoindre 180 km plus à l'est, cette île alors essentiellement peuplée d'aborigènes. Il y a 300 ans, en 1662, le parc national de Taichung a été un champ de bataille très important lors d'une guerre entre les Pays-Bas et un héros chinois nommé Koxinga. Ce héros chinois, Koxinga, défait les Hollandais qui occupent l'île et instaure un empire à Taïwan. Il est considéré comme le père de la nation taïwanaise. Et dans la foulée de sa victoire, de nombreux immigrants en provenance de la Chine continentale s'installent sur l'île. À l'époque, il y avait déjà 20 000 immigrés chinois installés à Taïwan. Et après la victoire de Koxinga contre les Hollandais, plus de 25 000 immigrants chinois supplémentaires sont arrivés ici pour le suivre. Mais le voyage pour parvenir à Taïwan est semé d'embûches. À l'époque, entre la province chinoise de Fujian toute proche et l'île de Taïwan, le passage maritime était très dangereux. On l'appelait la fosse noire. Et cette fosse noire constitue un espace maritime très profond, très imprévisible, avec beaucoup de courants très violents. Ces migrants chinois croient en une religion populaire qui emprunte au bouddhisme et au taoïsme avec de nombreuses divinités.
et pour se prémunir de ces dangers, confient leur destin à la déesse Matsu. La légende raconte que son père était pêcheur, son frère aussi. Un jour, ils sont partis pour la pêche alors qu'elle était restée à la maison. Tout d'un coup, elle a ressenti quelque chose de très fort. Elle a fermé les yeux et elle a eu l'intuition que son père était en danger à cause de vagues violentes. Et elle a alors essayé de sauver son père grâce à son pouvoir spirituel. Depuis, tout le monde la considère comme une déesse qui possède un pouvoir spirituel particulier pour sauver les pêcheurs et les marins. Et donc, avant leur voyage à Taïwan, les pèlerins se rendaient au temple pour demander un talisman de la déesse et l'emporter avec eux pour leur voyage. Par le passé, pendant la guerre ou face au danger, les gens ont toujours senti que Matsu leur donnait de la force pour pouvoir affronter les épreuves. Et ceux qui parviennent à atteindre Taïwan sains et saufs font construire des temples en son honneur pour la remercier de les avoir protégés. Tainan, capitale historique de Taïwan, dans le sud-ouest de l'île, est la plus ancienne ville du pays. Elle a connu plusieurs périodes de domination étrangère, hollandaise, japonaise ou chinoise, et s'est développée en empruntant des éléments de ces cultures, comme leur cuisine ou leur architecture. Dans les faubourgs de cette ville, l'un des plus anciens temples, construit au milieu du XVIIe siècle, le temple Changmu, se revendique comme le premier en l'honneur de Matsu. Il a été reconstruit 3 fois et arbore fièrement à l'entrée les statues des 2 assistants de la déesse qui veillent sur elle, Shunfanger, les oreilles qui entendent les sons amenés par le vent, et Tianliyen, les yeux qui voient à 1000 lieues. Ce temple dédié à Matsu est un centre de croyance très important à Taïwan. À l'arrivée du héros chinois Koxinga, les immigrants ont d'abord construit un temple très modeste. Il y a 400 ans, c'était un tout petit temple, mais au fur et à mesure des reconstructions, il est devenu de plus en plus grand. Et ce temple n'est pas le seul à occuper le territoire. Les temples dédiés à Matsu fleurissent dans tout Taïwan à partir de la fin du XVIIe siècle et durant les siècles suivants. Ils sont des lieux de résistance culturelle face aux colons qui se succèdent, des lieux de sociabilité autour desquels s'organise la vie de la cité. Matsu, la protectrice, fédère et contribue à maintenir une identité taïwanaise malmenée au cours des siècles. En particulier depuis 1949, quand, après avoir vécu 50 ans de colonisation japonaise, Taïwan a vu débarquer Chiang Kai-shek avec son armée nationaliste suite à sa défaite face aux troupes communistes de Mao. Cet endroit est comme un miroir de l'histoire. Plus tard, durant les années 1940 et 50, après l'arrivée des Chinois du continent, nos divinités nous ont enjoint de construire un nouveau temple encore plus grand, comme celui-ci, flambant neuf, dans lequel nous nous trouvons. Il faut dire que la culture taïwanaise est très traditionnelle, mais aussi très moderne. Depuis les années 80, Taïwan, devenu l'un des 4 dragons asiatiques, fait partie des puissances économiques mondiales, mais demeure un confetti coincé entre la Chine et le Japon, qui bénéficie du soutien de la lointaine Amérique. Elle vit dans la crainte d'une reconquête chinoise, et la société taïwanaise, émancipée, légitimement inquiète, trouve un réconfort dans la présence d'une Matsu qui, jusqu'à présent, l'a toujours sauvée du naufrage. 300 km plus au nord apparaît Taipei, l'ultra-moderne capitale taïwanaise où l'on voue un culte immodéré à la réussite sociale et matérielle.
Sa particularité, ce sont ces temples disséminés partout, dont beaucoup sont destinés au culte de Matsu. Dans ces temples se constituent des clans de notables qui soutiennent des partis politiques et s'opposent entre eux. Récemment, le patron taïwanais de Foxconn, Terry Gou, qui pèse 7 milliards d'euros, a affirmé en sortant d'un temple que Matsu lui avait conseillé de se présenter aux élections présidentielles. Puis, il a annoncé vouloir suivre ses instructions et est devenu le candidat du parti nationaliste, le Kuomintang, tandis que d'autres temples soutiennent au contraire le parti démocrate progressiste, l'opposant historique. Et la déesse Matsu est sur tous les fronts, y compris dans un autre combat politique, celui des communautés LGBT taïwanaises qui se placent sous sa protection, car Matsu n'aurait eu ni mari ni descendance. Au sud-ouest de Taipei, le petit temple urbain Shitian, construit en 1842, accueille tous les fidèles sans discrimination. Je pense que s'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent aujourd'hui à Matsu, c'est notamment parce que les jeunes Taïwanais sont en train de redécouvrir leur culture. Donc cela concerne aussi la croyance et la religion. En tant que femme lesbienne, j'ai le sentiment qu'une religion ne peut m'intéresser et me donner envie d'y croire que si elle m'accepte telle que je suis. Je pense que la croyance en Matsu aide les lesbiennes à être acceptées par la société. Ce que je ressens, c'est sa bienveillance. Si je suis allée vers elle, c'est parce que j'ai rencontré des problèmes que je considérais comme insolubles en tant qu'être humain. Et je pense que l'importance de Matsu pour la communauté gay de Taïwan est due à son sens de la tolérance. Autrement dit, son amour s'étend à toutes les personnes, garçons, filles, âgés ou jeunes, gays ou hétéros. Elle ne fait pas de différence et elle ne donne pas de règles sur ce que l'on doit faire ou pas pour devenir croyant. Être profondément croyant, c'est aussi renforcer la solidarité du peuple taïwanais. Et la solidarité est une bonne défense contre les aléas de la vie. Que l'on y croit ou pas, la force de la déesse Matsu a bel et bien jusqu'à présent protégé la liberté de Taïwan. C'est le premier pays asiatique à avoir autorisé le mariage gay en 2019. De nos jours, menacée par l'immense Chine continentale, 60 fois plus peuplée et 300 fois plus grande, Taïwan a plus que jamais besoin de sa divinité préférée. Dans Papy, aujourd'hui, on part se balader le long des canaux de Colmar avec Olivier. Olivier qui, tel un roi mage, va sortir la recette du jour de son chapeau. Le cœur blessé, l'amour brisé, où il est passé, faut tout lâcher. Pour moi, le kouglof, c'est les odeurs de samedi d'après-midi qui cuisent et on va le déguster le lendemain. Quand il est un tout petit peu rassis, il est souvent meilleur. Il se tranche mieux, il a un peu plus de parfum et ça signifie dimanche après-midi, petit goûter en famille. Ça, c'est le kouglof. Pour élaborer le kouglof, on va avoir besoin de quelques petits ingrédients encore. On va se rendre au marché couvert de Colmar pour faire nos petites emplettes. Il va falloir du beurre et on va aussi trouver du lait entier et des œufs. Il y a plein de légendes différentes. Ce seraient des rois mages qui auraient dans leur chapeau confectionné un gâteau et qui auraient pris cette forme et qui auraient développé au-dessus, qui auraient poussé cette brioche comme une boule. Et voilà, ça c'est un peu l'origine de l'histoire que moi j'affectionne, que je raconte plutôt à mes enfants. On y va ? Ouais.
aujourd'hui on va préparer un kouglof, ma recette familiale. Ma fille Pauline va nous épauler parce qu'elle est aussi autant alsacienne que moi et donc on va vous préparer tout ça dans les règles de l'art. Donc les moules, ça va être des moules traditionnels en terre cuite. Ça va être un moule un peu plus récent. Et on en a des qui sont bien plus vieux, qui ont peut-être 50, 60 ans. Alors on va commencer par préparer une petite pouliche. Ça va être un mélange de lait, de levure et de farine qu'on va laisser pousser au coin du four pendant une petite heure. La pouliche qui désigne en fait ce mélange temps pour temps de farine et de lait ou d'eau avec du levain ou de la levure. Et hop. Parfait. Et maintenant, on le couvre. On a la chance d'avoir un très beau four boulanger. On le pose ici et dans une petite heure, ce sera prêt. Alors maintenant, Pauline, tu peux prendre les raisins. Et je vais te verser un petit peu de rhum dedans, tu sais, ça leur donne un peu plus de parfum. Chaque boulanger a un petit peu son petit truc sur la macération du fruit, sur le beurre qu'il va utiliser, sur chaque matière première. Alors Pauline, tu sais quoi, on va préparer les moules à kouglof maintenant. Donc ces fameux moules en terre cuite, on va les graisser. Maintenant on va se mettre les petites amandes dedans. Tu sais Pauline, moi j'aime bien que les amandes elles soient toujours bien posées vers l'extérieur, tu vois. On va déjà un peu préparer le reste des ingrédients en attendant que ça finisse de pousser, la pouliche. Pauline, tu peux me casser 2 œufs s'il te plaît là-dedans. Ensuite, on a besoin de miel. On a besoin de farine aussi encore. Tu vas pouvoir peser la farine. Pauline, on va regarder maintenant un petit peu comment ça a bougé là-dedans. Oh, ça a gonflé. Bah ouais, super. Bah tu vois là, c'est prêt. Ça a bien gonflé. Il y a des parfums qui sont développés un petit peu. Et on va pouvoir mélanger le reste des ingrédients. Donc tu peux mettre ton pot avec le miel et le sel là-dedans. Ensuite, tu peux mettre les œufs. Et le beurre, on va le rajouter en fait en deuxième partie de pétrissage. D'abord, on va pétrir cette pâte jusqu'à ce qu'elle devienne un peu lisse. Alors là, on voit que la pâte, elle s'est bien décollée. Elle déchire plus du tout. Et on rajoute le beurre au pétrissage comme ça, un petit peu doucement. Et tu peux y aller. Et maintenant, tu vois, on va mettre les raisins dedans. La pâte, elle est belle, là, elle est magnifique. Et on va en faire des petites boules. Donc on va les peser. Dans un moule comme ça, un petit moule, on va mettre à peu près 280 g de pâte. Voilà. Ce qu'on fait ensuite, on va faire un trou avec le pouce ici, bien au milieu. On le prend, on l'écarte un tout petit peu. On le trempe dans l'eau. L'eau, ça va permettre de coller les amandes au fond, histoire qu'elles ne tombent pas. Donc on va le laisser développer 3 heures. Et puis dès que ce sera environ comme ça ici, on va pouvoir l'enfourner. C'est parti, à tout à l'heure. Magnifique et excellent. Cela dit, il a commencé très tôt, parce que déjà il avait 10-12 ans, il m'a fait la surprise d'en faire tout seul. Alors que moi je ne savais pas les faire du tout. C'est vrai, il m'a raté tout le temps. Et ton père aussi. Allez, maintenant on s'offre une chambre avec vue sous la mer à Moorea. C'est là que se déroule l'incontournable. Telles des poussières d'étoiles, les îles de la Société, en Polynésie française, constellent les flots du Pacifique. À Moorea, petite sœur de Tahiti dans les îles du Vent, tiarés, cocotiers, montagnes mystérieuses et lagons semblent avoir été convoqués pour créer le paradis terrestre. Il ne manquait plus qu'un élément pour que le décor soit absolument parfait. Une invention de 3 Américains qui deviendra en quelques années la signature des vacances de rêve. Hiro Kelly est le fils d'un de ces 3 Californiens qui débarquent en Polynésie en 1959.
il faut savoir que mon père, il quitte Long Beach avec une course de voilier qui va de Long Beach à Hawaï. Et arrivé à Hawaï, quand la course était finie, il décide de convaincre l'équipage d'aller à Tahiti. Il voulait prendre un peu du temps. Et c'est là alors, il arrive dans cette passe, il ancre son voilier avec l'équipage et il passe un peu moins de 10 jours sur cette plage, imaginez. Et mon père, là alors, il décide de retourner aux États-Unis après avoir vécu 10 jours de rêve ici. Il a réussi à convaincre ses 2 meilleurs amis avec qui il a été à l'école de tout abandonner et de refaire leur vie ici à Moorea. Mon père est avocat, il s'appelle Hugh Kelly. Jay Carlyle, lui, il travaille dans le marché des stock markets. Muck, ils vendent du matériel de pêche là-bas. Et il faut essayer de les convaincre pour quitter tout ça, pour venir à Moorea et refaire leur vie. Et c'est ça qui est incroyable. Les 3 compères ont un plan. Ils veulent devenir cultivateurs de vanille. Mais ils ne parviennent pas à maîtriser cette culture délicate. Et quelques mois après leur installation, le cours de la vanille s'effondre. Ils refusent d'abandonner leur rêve polynésien et décident d'acheter ce terrain en bord de mer. Il lui propose quand même 2 millions CFP, ça fait à peu près 20 000 €. Ces temps-là, c'était beaucoup d'argent. Et ils ont réussi à vendre tout ce qu'ils avaient aux États-Unis pour pouvoir acheter le terrain qui est devenu, après, le premier Bali High. L'hôtel, fait de cases sommaires, s'appelle Bali High, d'après une île inventée dans le livre de James Michener, South Pacific. En 1960, l'aéroport de Papeete vient d'ouvrir et 2 ans plus tard, un journaliste de Life Magazine écrit un article sur l'Éden polynésien. C'est le début du succès pour l'archipel et les désormais célèbres Bali High Boys. Les touristes affluent, il faut construire d'autres hôtels pour accueillir ces voyageurs du monde entier, envoûtés par les plages immaculées. Les 3 amis flairent à nouveau un bon filon et acquièrent une nouvelle terre à Raiatea, dans les îles sous le vent. Le terrain borde un lagon dont la surface est plus grande que la terre ferme. Alain Druet, qui a été un des proches collaborateurs de Hugh Kelly, est toujours aussi enthousiaste lorsqu'il s'agit de raconter le coup de génie des 3 Californiens. Et en plus, Raiatea, on ne peut pas dire que ce soit l'île paradisiaque question plage. Donc, pour valoriser l'île, il s'est dit qu'il faut partager ce qu'on voit sous l'eau, et ça peut être la carte postale de Raiatea. Et c'est là qu'il a décidé de dire, sur ce tombant, je vais faire des bungalows sur pilotis pour partager cette magie d'être sur l'eau, sur un bateau, mais qui ne bouge pas. Les 3 Californiens s'improvisent architectes et s'inspirent des cahutes éphémères construites sur l'eau par les pêcheurs polynésiens pour passer la journée à l'abri du soleil. Alors, là, il faut quand même reconnaître que pour l'époque, Kelly est un vrai visionnaire. Il veut des bungalows spacieux. Il veut des bungalows qui rappellent la tradition polynésienne, donc il faut que ce soit des toits en pandanus, le bois est la majorité du matériau de construction. Il faut préserver le côté écologique, le lagon. Il n'y a aucune effluence, quelle que soit, qui tombe dans le lagon. Tout ça, c'est ramené sur Terre, hein, déjà à l'époque. Et la magie, il décide de faire une plaque de verre. Il dit, voilà, c'est la télévision polynésienne. Ils ont fait un carré de verre sur lequel on pouvait marcher, mais qui était donc la fameuse télévision polynésienne avec une petite lumière qui s'allumait le soir et qui étirait tous les poissons. Et ça a fait une réputation gigantesque dans le monde entier. Ça fait, j'allais dire, une traînée de poudre et tout le monde voulait résider dans les bungalows sur l'eau à Moorea avec la plaque de verre. Des personnes fameuses sont venues, des grands acteurs, des hommes politiques, Marlon Brando était client, enfin, c'était parce que c'était le must. Le succès est immédiat et ces cabanes perchées sur l'eau s'imposent instantanément comme l'emblème du tourisme polynésien. Le modèle est ensuite copié et décliné à l'infini. Les plus grands resorts de luxe aux 4 coins de la planète empruntent donc ce style qui n'a en fait aucune racine polynésienne.
Vous vous souvenez, tout à l'heure je vous demandais dans quelles circonstances Charlie Chaplin avait été kidnappé. Eh bien, c'est post-mortem que les ravisseurs ont décidé d'agir. On est en 1977. Chaplin vient d'être enterré dans un cimetière du canton de Vaud, en Suisse. Quelques semaines à peine après l'inhumation, deux hommes, un garagiste fauché et un de ses copains, se disent qu'ils pourraient demander une rançon contre la dépouille de Feu Charlot. 150 000 francs suisses, ça leur paraît raisonnable pour une telle star, même morte. Et c'est ainsi que la dépouille de Chaplin va disparaître pendant près de 2 mois et demi. C'est en replay sur le site d'Arte. Je vous dis bis bald.